Alors, bonjour Carlos, enchantée. Il y avait beaucoup de choses qui faisaient qu'on avait envie de souligner votre carrière. D'abord, il y a votre arrivée toute récente dans notre équipe de programmation. On vous accueille depuis peu, puis comme vous ne faites rien comme les autres, nous, à Tank, on a des plages de programmation, puis on a des gens qui sont affiliés à ces plages, mais vous êtes notre premier programmateur nomade, donc vous allez vous promener de plage en plage. Puis je trouvais que déjà, juste ça, ça parlait beaucoup de vous. Ensuite, il y a une exposition qui vient de prendre fin à la galerie SBC, qui dévoilait un corpus de photographies et de films que vous aviez fait il y a près de 50 ans au Pérou. Entre autres, à un moment, vous aviez travaillé comme cinéaste pour le gouvernement socialiste militaire péruvien et vous avez entre autres filmé la réforme agraire. Puis, d'abord, on a décidé de faire un fragment d'une œuvre sur Tank, ce qu'on appelle un fragment d'une œuvre, c'est-à-dire de sélectionner 3 films majeurs dans votre cinématographie pour pouvoir revenir un peu sur votre démarche et sur votre carrière cinématographique. J'avais envie de commencer vraiment avec la question des origines parce que c'est quelque chose qui semble assez fondamental dans votre pratique et qu'on a pu voir à travers l'exposition, entre autres à la galerie SBC, mais d'où vous venez, puis un peu votre bagage, votre récit de vie dans ses origines. Je suis né au Pérou, qui est un pays majoritairement autochtone, avec une forte influence de la culture africaine aussi, avec un président qui était parfaitement corrompu, mais il était japonais. Et il y a beaucoup de Chinois. J'ai été élevé par des autochtones, par des afrodescendants. Ma famille est en partie sicilienne, espagnole, juive, française. J'habite ici au Québec depuis 40 ans. Alors, ça fait un beau mélange de toutes sortes d'influences et d'origines. Puis, j'avais lu un peu en suivant votre parcours que vous venez d'une famille qui est relativement privilégiée et à un certain moment, vous avez un peu fait une rupture avec ces origines-là pour, entre autres, embrasser un projet politique des années 60-70 où il y avait, toute la question de la gauche qui était comme en effervescence dans toute l'Amérique latine. Comment est-ce que ça s'est fait pour vous, cette transition-là ou ce... Plutôt qu'une rupture dramatique, c'était comme éloignement, séparation. Et moi, je, souvent, je trouve ça dommage que trouver que de vivre dans un pays où une minorité a tout et une majorité a très peu pour ne rien dire, et de trouver ça insupportable, on appelle ça être de gauche. Mais je pense que ça devrait être de normal. Juste ne pas tolérer qu'on considère les femmes ou les autochtones ou les noirs moins que finalement le patriarche blanc. Anyway, c'est toujours le besoin d'étiquette, de gauche. Mais je pense que oui, j'étais de gauche. Quand je vois ce que tout le monde pense, c'est ça. Je suis allé vivre dans un bidonville avec une famille autochtone, d'agriculteurs qui venaient des montagnes, une région qui était très pauvre et qui a été ravagée par la lutte avec le sentier lumineux d'ailleurs. Mais je n'ai pas fait ça par vocation ou par compassion ou par devoir social. C'était intéressant. C'était simplement intéressant la rencontre avec ces gens-là, qui d'ailleurs, la famille Rojas, avec qui j'ai vécu une couple d'années, nous avons construit 4 petites chambres dans un bidonville et nous avons vécu là ensemble, en partageant la même douche d'eau froide. Mais à part ça, c'était le plus difficile, mais à part ça, c'était bien. Et c'était des gens merveilleux, très fins, très délicats, très élégants. C'était pauvre, mais pas misérable.
une grande tendresse. J'étais très impressionné par le rôle de la maternité. Et, en tout cas, c'était vraiment... et j'ai fait ces photos comme ça parce que j'ai toujours été photographe. Alors. Et puis un ami m'a dit, ah tiens, on va faire un livre avec ça. Alors, il a mis les coupures de journaux de la frivolité de Lima, qui est quand même assez spectaculaire, et en contraste avec mes photos, et on a fait un petit livre qui qu'on vendait, je me rappelle, à $1,25 et qu'on n'a jamais vendu. Alors, le temps a passé, personne ne s'est intéressé, et tout d'un coup, en 2010, il y a eu une anthologie du Fotolibro Latinoamericano, et ils ont inclus notre petit livre là-dedans. Et de là, le musée de la Reina Sofía d'Espagne, qui est une espèce comme le MoMA, s'est intéressé et ils m'ont payé pour les photos. Ils ont fait l'acquisition des photos et des films que j'avais fait à l'époque. Et c'est avec ces éléments-là que Zoé Toussignan a fait l'exposition à la galerie SPC. Alors, quand même, il y a eu 50 ans de silence et d'attente. C'est quand même très impressionnant de vivre ça. Donc, si je comprends bien, c'était davantage un projet humain, artistique, une curiosité individuelle, personnelle, que d'être dans un projet politique ou dans une action militante. C'est-à-dire que ça, c'est une bonne façon de le dire, sauf qu'il faut tout mélanger. Bien brasser et servir. C'était militant, politique, personnel, artistique, comme vous voulez l'appeler. Moi, je faisais des photos parce que j'aimais la famille. Et peu à peu, ça a grandi, ça a pris la place. Mm-hmm. C'est avec le temps, avec le recul, avec les bonnes conditions de vie qu'on a au Québec que ça semble hors du commun, mais on était beaucoup, on était nombreux en Amérique latine, les blancs bourgeois comme moi, à trouver que c'était une connerie, cette histoire de traiter les gens comme des moins bons juste pour les couleurs de la peau ou n'importe quelle raison. On était nombreux quand même. Puis, est-ce que c'est ça parce que je me dis, bon, il y avait tout un mouvement qui embrasait vraiment l'Amérique latine et ailleurs dans le monde aussi. Là. C'était quand même des années assez fastes pour des gens qui pouvaient avoir des envies de changements radicaux ou qui pouvaient avoir envie vraiment d'inventer un nouveau monde. Est-ce que quand vous avez filmé la réforme agraire ou quand vous avez participé de manière peut-être un peu plus institutionnelle à ce moment-là, comme vous étiez engagé par le gouvernement socialiste, qu'est-ce que ça a fait sur vous, sur votre regard? Est-ce que vous étiez, je ne sais pas, est-ce que vous étiez emballé par le projet? Est-ce que vous voyez surtout les contradictions ou est-ce que qu'est-ce qui, à ce moment-là, vous menait? Ça prenait pas, c'était pas nécessaire d'être marxiste-léniniste pour voir que s'il y avait un seul domaine qui était plus grand que la Suisse et qui appartenait à Rockefeller et qui n'avait jamais mis un pied là-dessus, c'était pas nécessaire d'être marxiste-léniniste pour dire putain, c'est pas possible, quoi. C'est ridicule. Alors, mais pour moi, travailler avec la réforme agraire, rompre le système féodal le pouvoir qui était gardé dans les mains des grandes familles depuis des siècles, était quand même le fun. C'était vraiment. Et puis j'ai découvert le pays, on a voyagé partout, on filmait, parce que Lima, c'est quand même le centre du pouvoir et des valeurs et le contrôle du pays, mais il y a tout le reste du Pérou qui est fabuleux, extraordinaire. Il y a les cultures de l'Amazonie, il y a les cultures andines qui sont d'une richesse extraordinaire. Alors, c'était pas par devoir ou vocation ou mandat, c'était par goût de découvrir, par le goût de l'aventure, par l'intérêt que toutes ces autres façons de vivre nous donnaient, non? Parce qu'on l'a tellement vu, j'ai l'impression, du point de vue beaucoup du Chili. Tu sais, c'est l'histoire un peu
qui a été très, très, très raconté par le cinéma. Puis il y a eu aussi beaucoup d'Européens ou de gens de partout, en fait, qui se sont intéressés à cette question-là parce que justement, on sentait qu'il y avait une espèce d'effervescence inouïe, puis que tout d'un coup, il y avait comme le vrai train de la Révolution qui était en marche avec justement des paysans qui reprenaient le contrôle des terres. C'est tellement incroyable de voir des films, je trouve, de cette époque-là où on a vraiment le sentiment qu'il y a. Puis ben, c'est peut-être le plus tragique, en fait, de l'Amérique latine, c'est qu'on a le sentiment que tout ça a été tué dans l'œuf. Au moment où ça commençait à émerger et à être possible, il y a eu les dictatures ensuite qui sont venues comme un peu, qui sont venues complètement couper l'herbe sous le pied à ces moments-là. Fait que je sais pas, moi j'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose d'excessivement tragique dans l'histoire de l'Amérique latine, surtout d'un point de vue raconté par le cinéma, qui est vraiment, on sent comme une espèce de mouvement, là, puis on est porté, puis ensuite on pense au fond de l'air est rouge ou à la bataille du Chili ou à tous ces grands films-là, là, où on a vraiment le sentiment, c'est ça, d'avoir été dépossédé un peu. Fait que quand moi je parle de la gauche, je parle aussi un peu de quelque chose qui dépasse beaucoup peut-être les étiquettes, mais juste une volonté de vivre dans un monde où il y aurait une certaine forme de justice sociale. Mais c'était pas seulement en Amérique latine, hein. C'était au Portugal, c'était un peu partout en Amérique latine, mais c'était en Afrique aussi. Oui. C'était un peu partout. Et puis la réforme agraire au Pérou, ça a duré à peu près 10 minutes et ça a été très mal mené. Personne n'était préparé, ni les gens qui faisaient la réforme, ni les gens qui l'ont reçue. D'ailleurs, je suis très content que vous parlez du Fond de l'air rouge parce qu'un morceau d'un de mes films fait partie de la première partie de Le Fond de l'air rouge. C'est le film qui était à l'exposition avec les porteurs, le film muet que Oui. j'avais fait à l'époque. Chris Marker l'avait approprié pour son documentaire. Comme nous n'avons pas mis ni nom, ni titre, ni musique, ni explication, ni rien, c'était un témoignage libre, non? Alors il a pris dans son film, je suis très content d'ailleurs. Wow, ah oui, je comprends. Puis, vous aviez été étudié à Bruxelles, c'est ça? Oui. Puis ça, vous avez été étudié à Bruxelles, vous êtes revenu ensuite au Pérou et c'est là Oui. que vous avez participé à ces expériences-là, puis vous êtes reparti ensuite? Là, il y a eu un coup d'État de militaires de droite et la plupart des films que j'avais fait à la réforme agraire ont été brûlés. Et puis, bon, nous, on n'était pas importants, on était des hippies avec les cheveux longs qui fumaient la marijuana et qui faisaient des films progressistes. On représentait aucun pouvoir, mais on a quand même on nous a dit qu'il fallait mieux s'en aller. Et c'est comme ça qu'on est parti, que je suis parti. Puis à ce moment-là, vous êtes parti où? Vous savez, à l'époque, on vagabondait très facilement, hein. À la moindre occasion, on s'en allait, on dormait par terre, on dormait où on pouvait. On n'avait pas besoin de calculer le voyage ni d'avoir un but autre que partir. C'était toute une génération de gens qui faisaient comme ça. Alors, je suis reparti. On m'avait dit le Québec, j'avais découvert le Québec à la Cinémathèque de Bruxelles en 1970 avec les films de Perrault et Brault et j'avais trouvé ça formidable. Les langages, l'expression, la liberté du cinéma. Bon, alors je suis passé par ici pour voir comment c'était et j'ai trouvé ça super sympa. Alors, pour avoir le visa, il fallait attendre. On ne pouvait pas l'attendre ici. Alors, je suis allé en Hollande, où j'avais des amis qui travaillaient là. Et ils travaillaient dans un théâtre porno. Alors, ils m'ont engagé comme éclairagiste. Et j'ai attendu pendant 2 ans mon visa pour venir ici. Et là, j'ai eu mon visa. C'était un bon moment. Puis, quelle était votre première rencontre avec le cinéma ou comment s'est fait cette rencontre-là? Je suis allé à Bruxelles parce que j'avais découvert qu'il y avait une bonne école de cinéma. Alors, je l'ai découvert à travers des amis qui étaient allés à cette école-là, à l'ANSAS, qui est encore toujours en fonction. Et c'était à côté de la Cinémathèque de Bruxelles.
C'était une excellente école, je l'ai toujours. Alors, c'est là où on m'a dit que j'étais caméraman. Et c'était vrai. Je ne savais même pas. Il y avait beaucoup c'est ça que c'est difficile. Il faut faire attention quand on raconte ces histoires parce que inévitablement, on a tendance à mythifier, à mystifier, nous, à se dire, oh, là, on ne savait rien, on voyageait, les choses tombaient avec le hasard, on calculait peu quel était le résultat de nos démarches. Mm. On ne savait même pas qu'il y avait des démarches. On partait, puis on suivait. C'était formidable. Une chose amenait l'autre. Mhm. Ben, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans vos films, ce rapport-là, à la fois au vagabondage, puis au hasard, à la rencontre, au non-calcul, Oui, justement, oui. qui fait beaucoup de bien, je trouve, dans un monde comme le nôtre, où est-ce qu'on on est déjà en train de préparer notre retraite avant même d'avoir commencé à travailler. Là. Ça fait du bien de, de voir qu'on peut On avoir est, cette on, flexibilité. on prépare pas seulement la retraite, mais il y a des gens qui écrivent des scénarios en sachant à quel festival ils vont l'envoyer. Ça, je trouve ça aberrant. Oui, c'est clair. Ah non, ça a vraiment court-circuité, je pense, une forme de liberté. Mais est-ce que vous aviez eu un rapport au cinéma comme enfant ou est-ce que vous alliez est-ce qu'il y avait des salles de cinéma proches de chez vous, vous habitiez ou non? Il n'y a pas eu justement de rencontre mythique avec, avec la salle obscure? J'ai peur de vous décevoir, mais j'ai toujours eu un rapport très. J'ai eu toujours un grand intérêt pour le cinéma américain de blockbuster et je continue à l'avoir. Je les vois tous et je ne le vois pas euh, pour qu'il m'ouvre une fenêtre sur la psyché humaine ou pas du tout comme ça. C'est parce que ça bouge. Le côté technique, l'éclairage, je suis directeur photo, les effets, le mouvement, ça m'interpelle, ça me plaît beaucoup. J'ai un côté graphiste manqué qui est assouvi avec tous ces spectacles extraordinairement bien euh, conçus. Et alors, je continue à les voir tous. Je vois les séries de science-fiction, j'ai vu Dune, je vois tout. C'est mon amuse-gueule. Wow, fascinant. Mais j'aime ça, c'est vraiment. On peut définitivement pas vous mettre dans une case. Bon, on pourrait parler de Americano que vous avez réalisé en 2007. C'est un projet extrêmement vaste. Là. Vous sillonnez les Amériques du sud au nord. Puis je me demandais comment c'était arrivé dans votre carrière parce que vous aviez déjà plusieurs films derrière vous. Est-ce que c'était une forme de retour justement aux origines ou une manière peut-être de témoigner de ce dont vous étiez fait à travers l'héritage de toutes ces rencontres que vous aviez, tous ces proches que vous avez eus dans votre vie? Comment c'est arrivé dans votre carrière? C'est pas moi qui ai eu l'idée. Non! Non. J'aurais jamais osé d'abord penser, ah, je vais faire un film d'un bout à l'autre d'Amérique. Mais c'est mon producteur, Sylvain L'Espérance, qui est un cinéaste formidable, qui m'a dit, Carlos, avec tout ce que tu me racontes de voyage, c'est le fun de faire un film dans lequel tu vas dans les Amériques. Et là, une fois qu'il m'a dit ça a pris le feu. On a passé plusieurs années à faire la recherche, à faire la demande. C'est comme ça que le scénario a été écrit à la rencontre des gens que je connaissais là où j'avais des amis, pour qu'eux ils nous disent comment ils voyaient au Mexique, en Bolivie, en Patagonie, dans l'Arctique, à Brooklyn. Et d'ailleurs, dans ce film-là, il y a une scène dans laquelle mon ami Pablo Perelman, il me dit, on a un jugement contre Pinochet par l'assassinat de mon frère. Parce que son frère, qui était militant, on l'avait jeté d'un hélicoptère attaché à un rail de train pour qu'il était certain qu'il allait couler. Alors, il y a 5 jours, Pablo m'a dit que les gens, il y a eu comme plus d'une douzaine de personnes qui ont été condamnées pour l'assassinat de son frère.
Et il m'a dit, mon père avait envoyé l'habeas corpus il y a 47 ans. Alors, il y a 47 ans de poursuite de justice qui vient de bien terminer. Incroyable. Fait qu'il a réussi à avoir une forme de reconnaissance de qui était impliqué 47 ans plus tard. Est-ce que les gens étaient encore en vie? Oui, il y a plein qui sont en prison là. Une douzaine de gens. Wow. Très impressionnant, très émouvant. Ah oui, mon Dieu. Mais justement, ça me faisait beaucoup penser, je me demandais c'est quoi votre rapport avec Patricio Guzman, parce que votre film est fait en 2007, c'est avant les films, la trilogie de Guzman avec La Cordillère des Songes, Bouton de nacre, Nostalgie de la lumière, mais je trouvais qu'il y avait vraiment une communauté de pensée assez claire. Je me suis dit peut-être, Guzman a sûrement vu votre film, en fait. Je pense que oui. Oui, hein? En tout cas, oui, c'est des beaux films aussi. Nous avons une communauté des valeurs d'esprit. En Amérique latine, le Chili est très important pour nous, le Pérou, etc. Alors, oui, nous, on a été très influencés par Jorge Sanginés, qui est un cinéaste bolivien, qui est le premier à avoir fait des films autochtones. Et ça nous a marqué. Et puis, Patricio Enriquez ici à Montréal, qui a fait des films sur Allende. Et puis, Pablo Perelman, il a fait des films de fiction aussi. Et, oui, c'est... Et puis, ce que je trouve important, c'est que c'est les cultures autochtones qui font les liens communs de la Patagonie à l'Arctique. Oui. C'est ça les liens communs partout. Ouais. C'est très fort. Puis j'avais le sentiment aussi, peut-être que vous allez sûrement trouver que je mythifie là, ou j'exagère, mais que dans le cinéma latino-américain, il y a quand même beaucoup, en fait, dans le documentaire, dans la fiction aussi, mais la présence de fantômes. Comme je me disais, est-ce que c'est les fantômes qui sont portés par les exilés? Est-ce que tout exilé ne porte pas de toute façon des fantômes? Ou est-ce que c'est aussi cette histoire-là particulière qui a été principalement marquée par les dictatures militaires, puis par les injustices sociales et raciales? Je pense que, par exemple, j'ai l'impression qu'au Québec, notre rapport à l'histoire autochtone est arrivé tard. On découvre encore des choses, on est encore étonné, comme quoi, ah oui, il y a eu des Autochtones. Ah, ah. Alors que j'ai l'impression que les cinéastes latino-américains sont conscients de cette présence-là, puis de ce sang versé-là depuis très longtemps, qu'il y a une conscience de ça. C'est inévitable. Hein? Vous allez en Amérique latine et la proportion des Blancs est moins de 10%. C'est des pays autochtones pris par les Blancs. Ça d'un côté. Ici aussi, l'importance de la défense de la culture francophone a comme cristallisé ce besoin de façon quasi hermétique qui n'a pas permis de voir ou d'être amoureux ou d'être curieux par l'autochtone qui était juste à côté, non? Et là, ça commence à changer très, très, très vite, heureusement. Surtout les jeunes, là, ils disent « Waouh, c'est formidable ». On commence à arrêter de le voir comme un problème, comme du fédéral, comme je ne sais pas quoi, et on commence à le voir comme la richesse qu'ils sont, avec tous les troubles, les problèmes, les difficultés, parce qu'ils sont énormes. Mais c'est un bon moment, ce réveil de la conscience aux voisins ou aux premiers habitants par les Québécois francophones. Cet éveil-là, c'est vraiment agréable. Ouais. Je dois t'avouer que je l'attends depuis longtemps. Oui, mais il y a quelque chose en même temps d'un peu fâchant parce que quand on écoute des fois, je tombe sur des ouvrages, des trucs des années 60-70, puis je me dis, bon, ben, il y avait déjà, il y a eu le Collège Manitou, il y a eu déjà des épisodes où on avait l'impression que tout d'un coup, on avait découvert, ah oui, OK, il y a des communautés autochtones, il y a ces langues-là qui existent. Puis c'est comme si ça a été réétouffé après ça des années 80, 90, 2000. Puis là, oh, on réémerge. Fait que je me dis, mon Dieu, est-ce qu'on va encore faire
faire des recommandations, faire des enquêtes, faire des ci, des ça, puis après ça, on va retomber dans la même amnésie Enfin, espérons que non, mais il y a un aspect un peu cyclique. Je ne pense pas. Là, je pense que cette fois-ci, c'est pour rester. La rébellion Floyd aux États-Unis, ça, le MeToo, les revendications autochtones de toutes les minorités, les LGTB, c'est le moment de l'abus sexuel dans le sport contre les jeunes hommes. On dirait que c'est un moment où on peut parler de tout ça. Alors évidemment, beaucoup de gens se plaignent des excès de cette parole, non? Et il y a des gens qui veulent quasiment faire une équation entre politically correct et fascisme, non? C'est inévitable, c'est le backlash, c'est la réponse. Mais c'est un moment formidable. Pour quelqu'un de ma génération qui a déjà vu des rêves d'égalité s'étouffer, des rébellions, des soifs de justice s'étouffer, de vivre ce moment de nouveau. En tout cas, je n'ai pas dû beaucoup apprendre, mais j'ai de nouveau beaucoup d'espoir. Beaucoup, beaucoup d'espoir. Parce que c'est tout le monde. Ouais. Ce n'est pas juste les femmes ou les Noirs ou les Autochtones. C'est beaucoup de gens. Oui, ouais, puis il y a quelque chose aussi de vraiment, justement, où on dépasse les clivages de je me bats pour ma communauté, justement, je me bats comme femme pour les femmes. Si je me bats comme femme pour les femmes, nécessairement, ça implique que je dois me battre aussi pour les Autochtones, je dois me battre aussi pour les Noirs. Il y a comme on ne peut pas tenir ce discours-là logiquement sans avoir une envie que tout le monde soit libéré, pas juste ceux qu'on représente. Fait que ça, c'est nouveau. Ouais. Ça, c'est nouveau. Et ça, c'est ça qu'ils ont espoir. Et jusqu'à maintenant, c'était juste les femmes de ce côté, souvent en excluant les femmes noires. Ouais. Ou les noirs de l'autre qui excluaient les hommes noirs aussi. Ou les autochtones. En tout cas, souvent, chacun prêchait pour sa paroisse. Mais maintenant, tout le monde est attentif aux autres. C'est quand même formidable. Ben oui, mais ça fait du bien d'entendre quelqu'un justement de votre génération dire ça parce que souvent, nous, on se coltine à des gens privilégiés, disons québécois, blancs, qui trouvent ça dangereux ou qui sentent que ça remet leur monde à eux en péril. Puis c'est difficile parce que c'est difficile de se battre avec ces gens-là parce que on conçoit aussi que pour eux, je pense que c'est une question de peur, puis de crispation ou de peur de perdre le monde dans lequel ils ont grandi, puis ils ont l'impression d'avoir fait des gains parce qu'ils ont travaillé fort. Ça remet tellement de choses en perspective, en question, que c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup une réaction défensive. Oui, oui. Il y a aussi le truc que tous les vieux de ma génération, les hippies qui ont cru à la justice sociale, les love et tout ça, que nous sommes tous vendus, qu'on a tous un chalet, 10 voitures, tout ça, c'est la bullshit totale. Nous sommes nombreux à continuer à croire et à se battre pour ce que nous avons toujours cru. Beaucoup. C'est vrai. Mais on ne veut pas croire que non, que ça c'est des élans de jeunesse. Non, ouais. Ouais. Ouais, il faut sortir de ces catégorisations-là aussi parce qu'on s'empêche des formes de solidarité tellement importantes. Ouais. Mais oui. Pour venir à Americano, ce que je trouvais aussi vraiment fascinant, c'est que vous reliez l'américanité plus états-unienne avec l'américanité aussi latina. Puis, justement, par le biais, vous l'avez bien dit, soit par la question des Autochtones ou la question afro ou la question surtout de la résistance avec le couple juif qui milite. Et je me demandais justement, est-ce que pour vous, ces communautés-là qui sont dispersées comme ça dans ces grands territoires, est-ce qu'il y a des canaux de communication ou des canaux de solidarité entre ces groupes encore aujourd'hui? Est-ce que vous sentez que ça circule, cette énergie-là? Parce que vous, on le fait avec vous, ce voyage-là, puis on se dit, mon Dieu, mais il faudrait que ce soit une grande famille. Il y a quelque chose il y a vraiment quelque chose qui circule du nord au sud.
Oui, ce qui est en train de circuler, c'est grâce aux autochtones, Mm. à la langue, à la protection des langues et des cultures. Il y a un grand mouvement de petites communautés, souvent par la radio, mais en Facebook aussi, linguistique, qui vient avec la revendication de l'Amazonie, de la nature, parce qu'on idéalise les autochtones un peu dans le moyen, et tant mieux, parce que c'est eux qui portent cette énergie qui est protectrice de la nature, non? Parce que là, on est en train de tout perdre. Alors, moi, je reçois des nouvelles presque tous les jours d'une nouvelle communauté et des langues, des milliers de langues autochtones qui sont d'un bout à l'autre du continent. Et c'est eux qui font le relais. L'énergie circule librement à travers ça. Mm. Puis la trame, comment s'est formée la trame du film? Parce qu'on a l'impression que vous voyagez, vous vagabondez, c'est vraiment un cinéma presque de route, là, mais pas de route. Je me disais, ça ne ressemble pas à Jack Kerouac. C'est pas la route par la voiture, c'est vraiment la route à pied, la route sillonnée là, dans le corps aussi, dans les rencontres. Comment est-ce que la trame s'est faite? Est-ce que vous avez vécu ces voyages-là, puis ensuite, vous avez la pensée qu'on entend, qui est comme une pensée en marche aussi, vous l'avez faite ensuite au montage, une fois revenu de toute cette aventure-là, ou vous la faisiez au fur et à mesure que vous tourniez puis que vous viviez les aventures d'Americano? Le montage a été fait par Dominique Sicotte. Et au début, je n'avais pas la moindre idée de comment faire le film. Ça a pris, je pense que 6 mois ou plus de faire le montage, ce qui est pour moi formidable. Parce que dès qu'on est sûr de qu'est-ce qu'on veut faire avant de le faire, on perd la moitié de la richesse. Ouais. Alors, c'est en explorant ensemble, en faisant différentes structures que nous avons trouvé cette forme-là, qui est finalement la plus simple, qui est du sud au nord. Mais il y a des réalisateurs qui ont tout clair dans la tête avant de commencer, et il y a les autres qui ne savent pas du tout. Ceux qui cherchent, ils ne savent pas ce qu'ils cherchent, tant qu'ils vont pas le trouver, non? Ouais. Et ça, c'est vraiment mon cas. Mm. Puis est-ce que la voix off, vous l'avez écrite, est-ce que vous aviez, je ne sais pas, des carnets de réflexion pendant que vous voyagiez ou comment s'est faite cette voix off-là? Ça a été très dur, la voix off. C'est ma blonde, Catherine Van der Donk, qui fait le montage sonore, qui est vraiment formidable, qui m'a fait enregistrer ça. Et si on met toute la narration du film ensemble, ça dure à peu près 25 minutes. Et ça a pris 3 mois pour le faire. On l'allait, on le refaisait, on le faisait, on le refaisait. Ça a été très, très, très dur et je suis très content parce que ça a bien, bien sorti. Mais ça a été loin, loin d'être acquis avant de commencer. Il fallait le ton juste. Mine de rien, c'est difficile de se mettre en avant. Hein. Et nous aimons, nous, quand on entend notre voix, on dit alors, c'est tout un processus pour enlever les excédents. C'était un formidable travail. Mais ça a pris 3 mois pour enregistrer 20 minutes. Ah, je comprends, vraiment. Puis elle est dense, votre voix off, elle est dense, puis elle est pleine. On sent, justement, il y a comme un espèce d'exercice d'épure, un peu comme un haïku, là, où on sent que dans certaines phrases, il y a plein de choses qui sont prises dans ces phrases-là, puis la phrase peut se déplier, mais la phrase en elle-même, elle n'est pas longue ou grandiloquente, tu sais. Ah, je suis très content d'entendre ça. C'est très intéressant pour moi de dire quelque chose qui n'est pas évident. En espagnol, on dit llover sobre mojado. Il pluie sur du mouillé. Alors, chaque élément ajoute une autre chose qui mûrit ou qui fait grandir ce qui est déjà. S'il y a une image triste, je ne vois pas pourquoi il faut dire je suis triste. Il faudrait dire autre chose qui l'accompagne. Ouais.
Puis est-ce que vous improvisiez ou vous réfléchissiez à partir du montage image? Oui, Oui? OK. ouais. La narration a été écrite après. Hmm. Évidemment, j'avais déjà beaucoup écrit hein, parce qu'il ne faut pas se tromper. Pour faire du cinéma, il faut écrire. C'est un travail d'écrivain. Personne, aucun producteur, tu arrives et tu lui dis ah, j'ai un très beau projet, ça va être formidable, donne-moi l'argent. Non. Il faut vraiment convaincre par l'écriture. Alors, il y avait beaucoup, beaucoup d'écriture au préalable, comme une dizaine de scénarios ou de propositions. Hmm. Puis pour vous, c'est quelque chose de positif? Ça aide votre travail ou est-ce que c'est une contrainte? Ça aide énormément. J'ai beaucoup de misère à imaginer un cinéaste qui n'aime pas écrire. Beaucoup de difficultés. C'est une étape. Hmm. C'est comme avoir une caméra aussi. Ouais. C'est des esquisses, en fait. On griffonne des choses à l'écrit, Oui, qu'on retravaille, puis ultimement, le film est autre chose. oui. Hmm. Il faut passer à travers ses propres clichés, ses idées reçues. Hmm. Si on fait le film trop vite, on reste accroché à ce qu'on croit savoir. Oui, oui. Ce qui pose la question de l'économie du cinéaste, c'est-à-dire comment survivre. Parce que si on veut être un cinéaste qui vit de son cinéma, il faut faire pratiquement un film par année ou par 2 ans, mettons un documentariste. Après, il faut faire autre chose à côté, mais ça amène une espèce de degré de production qui est très grand, avec probablement justement certains raccourcis ou certaines formes de facilité. Des cinéastes qui peuvent faire des films sur des longs cours où on peut vraiment tâtonner, chercher, recommencer, ça va devenir de plus en plus rare, j'ai l'impression. C'est très difficile. Il y a des gens, par exemple, comme Robert Morin, on devrait lui donner tout l'argent qu'il veut pour qu'il fasse tout ce qu'il veut, le laisser tranquille, parce que lui, ça lui prend du temps. C'est quelqu'un de libre, ce qui est rare aujourd'hui. Mais ça a toujours été... Il n'y a pas des époques qui font du cinéma, c'est des petits moments, évidemment. Mais il n'y a pas des pays qui font du cinéma, c'est des gens à l'intérieur d'une société qui réussissent par moment et par d'autres pas. Comme l'époque de Godard et Truffaut et tout ça, c'est un petit moment. Le néoréalisme italien. Il y a eu une période formidable en Australie, un peu plus tard. Et ça, tellement délicat, tellement éphémère. Mm. Il ne faut pas calculer, il ne faut pas penser en termes de pays ou des... Évidemment, c'est merveilleux ici au Québec, où c'est un des meilleurs endroits au monde pour faire du cinéma à cause de l'appui qui existe. Et aussi parce que les gens adorent le cinéma. Puisque la société québécoise est née avec le miroir du cinéma et pas celui de la littérature, alors le cinéma est extrêmement valorisé. Alors pour quelqu'un comme moi qui vient du Pérou, c'est une chance extraordinaire. Mm. On peut enchaîner avec 13, un ludodrame sur Walter Benjamin, que j'ai adoré. C'est un film vraiment flyé. Un film autour de la pensée de Benjamin, mais aussi de sa vie. Vous avez choisi de consacrer plus d'attention autour de ses années d'exil parisien entre 33 et 40. J'avais lu que vous avez réalisé le film grâce à, entre autres, la bourse de carrière reçue en 2015 par le Conseil des arts et des lettres du Québec. Est-ce que c'est un projet que vous portiez depuis longtemps? J'imagine que oui, pour voir, encore une fois, la densité dans cette œuvre. Je ne savais pas que je le portais à moi. Et une fois, quand le film était terminé, je l'ai amené à un ami, un poète qui vit à Cusco, à 4000 mètres d'altitude, qui a vécu à Barcelone aussi. Et je lui ai dit, ah, écoute, tu es quoi? J'ai eu la chance de faire un film sur Walter Benjamin. Et lui, il me dit, tu l'as fait? Je lui ai dit, quoi? Tu l'as fait? Tu te rappelles pas, en 1979, on s'est saoulé la gueule à Barcelone et nous avons parlé toute la nuit de Benjamin. J'avais complètement oublié.
complètement. Mais pour faire le film, on a fait avec Thomas Zibert, qui est mon co-scénariste, nous avons passé 7 ans à lire et à échanger. 7 ans. Parce qu'il est très difficile, Walter Benjamin, à lire. Très, Oui, très, très. oui. À ta statue, là. Ouf, très difficile, mais fascinant. Fascinant. Alors, j'ai fait un peu comme des gens qui font un graphic novel, un roman graphique avec un auteur. J'ai fait un graphic film avec beaucoup d'animation. Et ça, il y a beaucoup de sérieux académiciens qui ne supportent pas le côté ludique et léger, je dirais, l'approche à l'enfance, disons la tendresse du film pour l'enfance, comme l'avait Benjamin. Mais moi, chaque idée qui est dans le film, absolument chacune, vient de Benjamin. Mais c'est ça, c'est fait par... ben, en fait, on dirait que plus je vous entends parler, plus je comprends comment vous avez pu être, ben, pas charmé, mais habité par Oui, Benjamin, parce que ben, justement, c'est un penseur qui est absolument insaisissable, qui va dans des directions pratiquement pas opposées. Je dirais pas qu'il n'est pas dans les contradictions, mais il refuse les systèmes totalisants, puis pourtant il s'abreuve à plein de systèmes totalisants, puis il les fait se rentrer en relation les uns avec les autres. Ses influences sont tellement multiples. On a l'impression que c'est un ogre qui fait juste comme prendre énormément de choses, puis en même temps, après, ce qu'il digère est complètement nouveau, amène dans d'autres directions, puis en même temps, il ne livre pas ses secrets, il va par fragments, par petits morceaux. Fait qu'on, mon Dieu, quel être, j'ai l'impression qu'on pourrait, ça va prendre encore des années, des années, des années à saisir toute l'influence, puis tout le foisonnement de son esprit, qui est un esprit complètement hétéroclite. Fait que j'ai trouvé que absolument. votre film il ressemble à ça quand même. Il est complètement insaisissable, il n'y a pas de sens. Il y a le choix des animateurs. Moi, je me demandais comment vous aviez fait le choix des animateurs. Et attendez, une petite... c'est pas qu'il n'y a pas de sens, c'est qu'il n'y a pas un sens. Ouais. Mm. Qu'il était contre l'univocité, contre une seule explication. La culture juive qui vient de la Kabbalah ou le jeu de mots et les énigmes, tout ça, ça fait partie de la richesse. Si tu comprends tout de suite, c'est plat. Alors, tout est chargé, plein de différentes émotions. Et ça a été vraiment merveilleux. Et c'est juste ces multiplicités. Vous savez, moi, j'étais influencé par, au Pérou, dans les montagnes andines, il y a souvent des hôtels où les gens qui sont tués dans l'abîme. Et là, il y a un mélange de sacré et des profanes, avec une image de la Vierge et un bouchon de Coca-Cola et puis un truc comme ça. Et ces mélanges hétéroclites et, esthétiques, politiques, et je trouve ça merveilleux. Je trouve ça comme la vie même. Alors, dans ma tête, je faisais un petit hôtel profane, sacré, en hommage de Walter Benjamin. Et justement, j'ai travaillé avec différents animateurs pour éviter l'homogénéité, pour éviter l'unité de style, pour pouvoir être bâtard, pour être hybride, incomplet, fragmentaire. Mm. C'était très important de ne pas... Et, et on vit dans une société dans laquelle on veut, avant d'entrer dans l'aventure, on veut savoir où on va. La télévision nous martyrise depuis toujours avec les premières 5 minutes, il faut tout savoir. Alors mon film, c'est une vengeance contre la télévision, parce que même pas dans les dernières 5 minutes, tu ne sais pas où tu t'en vas. Et c'est pas pour beaucoup de gens, mais ça a été une aventure absolument merveilleuse de pouvoir le faire. Mm. Et fait à la main d'ailleurs, avec les marionnettes. Et
je voulais vraiment que ça on sent comme si on était. Moi, je rêve de faire un film en pâte à modeler, mais comme dans la tête, non, dans lequel toutes les dimensions se mélangent. Je ne sais pas comment le dire, mais je rêve de ça. Oui, mais c'est une posture qui est fondamentalement inconfortable, votre posture, parce que c'est il n'y a pas d'équilibre, c'est un déséquilibre, mais recherché. Puis je me dis, comment on fait, comme à la fois, je trouve ça fascinant puis extrêmement inspirant, mais c'est vrai que moi, je sais pas, j'ai tellement, je suis dans un monde d'anxiété, puis de justement de contrôle, de le sentiment qu'il faut que les choses rentrent dans des structures préétablies, qu'on conçoive, je ne sais pas, qu'on puisse mettre des grilles, saisir où on s'en va. Puis, on dirait que dans une proposition comme ça aussi éclatée ou dans l'œuvre de quelqu'un comme Benjamin qui est aussi difficile à circonscrire, il y a quelque chose de fondamentalement angoissant parce qu'on ne sait pas. Parce que je me demande même comment est-ce qu'on fait pour faire un film avec un début puis une fin quand on rentre dans des choses comme ça, ou même pour prendre la parole. À quel moment est-ce qu'on peut prendre la parole? Parce que déjà, prendre la parole, c'est figé. Fait comment est-ce qu'on fait pour sortir? Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est une posture qui est extrêmement délicate, là, très fragile pour éviter de cristalliser, puis en même temps d'être dans la découverte, puis en même temps pas dire n'importe quoi, parce que Benjamin, ce n'est que c'est justement c'est dense, c'est pas du n'importe quoi. Il s'abreuve à tellement de sources. La position peut être en cohérence si la cohérence est très importante. Mais si vous vous en foutez de ce qu'on appelle cohérence et unicité, c'est une liberté extraordinaire. Il s'agit de toucher à des choses qui vous touchent et les lancer pour vous, avec l'espoir qu'ils vont toucher d'autres gens. Cette liberté, non? Comme celle que nous avons quand nous sommes enfants, que nous jouons sérieusement, mais que nous jouons pareil, mais sérieusement, dans lesquelles les choses, le sens n'est pas le tyran de l'expédition, non? Et c'est ça que lui, non? Ouais. Qu'il veut jouer sans faire du sens et pouvoir dire ce qu'il passe dans leur cœur, dans leur imaginaire, sans avoir à prouver, à vendre, à réduire, à accomplir, à être cohérent, à être suivi. C'est pour ça que c'est inachevé, fragmentaire, incomplet, et, et ça, c'est pour peu de gens. Tout le monde Ouais. cherche, 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 cherche. Nous avons un chat et tous les matins, il veut sortir par la porte, il gratte, 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 gratte pour sortir. Non. Si nous avons ce besoin, alors on est foutu. On souffre énormément. Mm-hmm. Moi, j'ai eu un métier extraordinaire à, à suivre toute cette constellation, comme il parle. Parce qu'ici, regardez, le film a été refusé dans pratiquement tous les festivals à lesquels je l'ai envoyé. Pratiquement tout, sauf celui de Copenhague. Mais il a été accepté au MoMA, au Louvre et en Venise. Des endroits un peu comme des musées et dans lesquels, bon, ok, on va s'amuser, on va voir. On ne s'attend pas à avoir une prescription du docteur. Ça a été impressionnant. C'était un grand plaisir de le faire. Et il était, n'oublions pas, profondément anticapitaliste Mm. avec cette attitude. C'était anarchique aussi. Complètement, oui. Anarchique. Ouais. Et il refusait de donner des réponses. Mm-hmm. Ouais. Puis est-ce que vous avez, parce qu'on sent aussi une clairvoyance dans son œuvre qui est assez fantastique de voir, bon, en plus, il y a beaucoup d'écriture dans votre film, fait qu'on a accès à certains espaces de sa pensée très précis, entre autres par rapport au capitalisme, mais par rapport aussi à la société techniciste là, qui va prendre de plus en plus d'ampleur, par rapport au progrès, par rapport au colonialisme. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il a vu, moi j'avais le sentiment en tout cas qu'il avait vu venir des choses de notre époque puis qu'ils avaient senti avec une clairvoyance assez effarante? Incroyable. Politiquement, il n'y a rien d'ambigu ou d'incohérent avec sa position.
Comme vous dites, c'est d'une cohérence et d'une clairvoyance extraordinaire. Le capitalisme est une religion. Avec ça, on dit tout. Ouais. Et même la crise écologique, là, moi, j'ai été bien marquée par Aussi. la magnifique animation de la baleine que vous avez faite. Oui. 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 Par exemple, toutes ces animations qui sont dans le film viennent des livres pour enfants publiés en Russie. Et je suis allé au livre rare de McGill et je leur ai demandé, pouvez-vous me sortir des livres pour enfants publiés avant 1925 que Benjamin aurait pu voir. Alors, toutes les images vintage, si vous voulez, sont faites avec des images qu'il aurait pu voir, puisque ça l'intéressait beaucoup. C'est les genres de recherches que nous avons fait, non, qui ne va pas dans... C'est dans cette direction-là. Et je suis allé à Moscou pour chercher les jouets des musées, le musée des jouets, sans savoir si j'allais les trouver, je l'ai trouvé. C'était merveilleux. Vous continuez de le lire aujourd'hui encore, Benjamin? Et oui, je continue de lire et je continue à lire à propos de lui. Et c'est inépuisable. Oui, ah ouais, vraiment. Il y a un des livres que je n'ai pas réussi à comprendre du tout. Mais sinon, il y a beaucoup de gens qui l'ont bien décortiqué, expliqué avec tendresse, non? Il y en a d'autres qui font comme ça, là, qui veulent être trop sévères avec dans l'attitude. Les gens deviennent crispés quand ils parlent de Benjamin. Et lui, ce que j'aimais, c'est qu'il aimait les miniatures, les quétaneries, les choses dans le marché aux puces, et la théologie. Susan Sontag l'a décrit très bien. Il avait une constellation d'intérêts et sa position était de vibrer entre toutes sans se marier à aucune. Proche de communiste, mais il est allé à Moscou, il a dit wow. Et proche de surréaliste, mais aller avec le pape breton, non. C'est le premier à avoir traduit Proust en allemand. C'est le premier à avoir traduit Kafka en français. C'était un petit peu extraordinaire, vraiment merveilleux. Oui, puis un esprit, c'est ça, d'une telle ouverture, c'est extrêmement rare. C'est vraiment un être avec un spectre extrêmement large. Après ça, Baudelaire, la poésie, c'est mon Dieu, mais à quoi est-ce qu'il n'a pas touché? À quoi est-ce que, je veux dire, juste traduire Proust, on s'entend que c'est comme une aventure d'une vie, mais lui, c'est comme un des aspects de sa vie. Oui. Je ne peux pas croire. C'est pas une très bonne traduction d'ailleurs, il Non? paraît. Ah ouais? Non, Ah. il l'a fait quand même. Pour Young Carnet Nomade, qui est le dernier film qu'on a mis sur Tank, c'est aussi une autre rencontre impossible. Vous savez, ben, je ne sais pas comment vous avez découvert ce personnage-là. Est-ce que vous l'avez déjà connu? Vous l'aviez déjà rencontré ou non? J'ai découvert une exposition sur lui à la Maison de la Culture Frontenac, je pense, je ne me rappelle pas. C'est une magnifique exposition. Et là, j'ai vu des thèmes qui m'ont toujours... on parlait des totems, des passeports, des voyages, des métissages, l'Europe, l'Amérique. Et puis, justement, ces photos floues sont un peu comme Benjamin dans le sens qu'il voulait faire prendre le point sur une chose. Alors, c'est des choses impressionnistes. C'est un des premiers à avoir travaillé avec le Photoshop, donc c'était pas un puriste, ce qui m'a permis, moi, de m'aventurer à faire un film cousu à la main avec beaucoup d'animation de l'image, non, des mouvements de l'image. C'est un grand plaisir.
Ben oui, puis on sent votre intérêt justement pour les choses qui sont qui sont pas pures ou très bien classables. Encore une fois, un côté très hétéroclite avec son rapport à la bande dessinée. Oui, Vous disiez tout à l'heure que vous aviez un côté très graphique en vous avec le cinéma américain. Là, il y a Benjamin qui a un intérêt pour les jouets. Puis là, on a Young Yin qui, lui, a aussi un rapport à la bande dessinée. C'est vraiment intéressant parce que c'est à la... On ne croirait pas, pour ces trois personnages-là, vous trouver là, dans ces dimensions-là. Puis pourtant, c'est des dimensions que vous avez, que vous embrassez puis que vous revendiquez. oui, on vit dans un monde assoiffé de catégories, et surtout des catégories de supériorité et d'infériorité. Et ça, c'est vraiment très, très difficile à supporter. On pense tout de suite que le cinéma, que l'artisanat du cinéma américain, c'est une merde, ou que la bande dessinée, c'est mineur, ou que ceci est majeur, ou que l'Europe est supérieure au reste du continent. On est toujours en train de se battre contre toutes ces conneries-là qui essayent de nous mettre comme des papillons morts contre le mur de liège avec des bien accrochés pour qu'on ne puisse pas bouger. Alors, je pense que les gens de ma génération, nous avons une réponse viscérale contre cette tagging, non? Mm. C'est plate, Ouais. c'est plate. Mais ça aussi, c'est un des aspects du capitalisme parce qu'on est dans un monde extrêmement segmenté, fragmenté. À la limite, c'est le triomphe du marketing d'avoir des personnalités avec qu'on peut segmenter pratiquement en ce qu'on appelle dans le jargon des segments de marché. Tu sais, moi, ça me fait toujours mourir juste pour tant qu'il fallait faire une étude de marché puis déterminer comme quels sont les segments de marché. Puis là, il faut que tu te dises, oui, alors, notre public, c'est un être comme ça, il lit ça, il voit ça, il aime ça. Et je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on est en train de devenir? Qu'est-ce qu'on est en train de devenir? J'ai jamais pu faire un film en pensant à qui je veux le faire. Il y a des gens qui sont capables de le faire. Comment est-ce que je peux savoir comment les gens vont recevoir un film qui est une des expériences les plus subjectives qui existent? Je ne peux faire que le mieux que je peux avec le mieux de mon imaginaire et de mes désirs et de mes intuitions et Mm, espérer que ça va connecter avec d'autres gens. mm, Et du moment où moi, et je parle de moi, hein, je commence à calculer mon public cible, je me jette par la fenêtre. Je suis incapable. Mais ouais. je comprends qu'il y a des gens qui peuvent le faire. Ça dépend de nos personnalités, de notre culture, de plein d'affaires. Pour moi, penser au public cible, je le pense après que le film est terminé et que j'observe qui est les gens qui ont reçu le film. Je ne vois pas d'autre manière. Et justement, dans Young Carnet Nomade, ce qui était vraiment, je trouvais, à l'avant-plan, c'était le rapport au mystère puis à l'indicible. Comment il est pris dans des questionnements ben, déjà d'une histoire faite de trous avec beaucoup, beaucoup de non-dits ou de choses effacées. Fait que c'est quand même présent dans ce film-là la question de l'absence. Qu'est-ce qu'on fait avec l'absence? Mais pourtant, il cherche à remplir ces trous-là, non? Oui, ils cherchent à remplir, avec l'espoir de ne pas réussir. Mm. Parce qu'ils voulaient chercher ses racines, mais ils ne voulaient pas les trouver. C'était la recherche qui était intéressante. Il n'est pas allé à Guyane française. Je pense qu'à l'époque, c'était très cher d'aller. Il est à Martinique. Il y avait une grand-mère on disait qu'elle était de Martinique. Mais je suis allé en Guyane française pour le tournage et dans les beaux temps de téléphone, on n'a pas trouvé un seul jongué. Alors c'est un mystère d'où il vient. Et c'est ce mystère qui l'allumait, qui était son moteur, comme vous dites. Oui, c'est ça. Mm. Mais c'est quelque C'était pas chose la de... recherche de l'identité, c'est comment c'est pas la recherche de l'identité, c'est comment la dire.
comment parler de la recherche même. Oui. Ouais. Puis est-ce que vous sentez que la photographie ou l'art visuel, justement, c'est un moyen de chercher sans dire? Oui, oui, chacun a son outil, sa béquille. Moi, j'aime beaucoup la photo. Là, après l'exposition, me suis remis à faire la photo sur film, en noir et blanc. J'ai été gagné par le fétichisme de l'époque, mais je trouve quand même que c'est merveilleux, le noir et blanc. Il faut que j'avoue que même si c'est un cliché, je l'aime. Merci, Carlos. On dirait que je ne veux pas trop vous retenir, mais c'est tellement intéressant, puis ça me touche vraiment beaucoup parce que je trouve que c'est des questions tellement importantes dans nos vies de laisser de la place à des trous, laisser de la place à des silences, à des mystères. Puis c'est Au quelque chose, hasard. là. Oui, oui. Mais je vous dis merci pour les questions. Vos questions sont vraiment motivantes et on sent la sincérité, la curiosité derrière ça. C'est rare. Vous n'arrivez pas avec des questions euh, calculées. Non. Non, mais j'aurais aimé ça vous rencontrer en vrai aussi. Ça aurait été plus touchant aussi pour moi. Mais dans votre œuvre, c'est qu'en écoutant votre œuvre, j'avais juste envie de vous parler pendant des heures. Tu sais, je me dis, justement, on sent derrière le peu qui est dit ou le peu qui est amené, il y a une profondeur inouïe qu'on a envie de creuser puis dans laquelle on a envie d'aller jouer. Fait que merci pour cet espace-là. Merci beaucoup à vous pour la rencontre. Très agréable.